Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore la vie, l'héritage d'une figure historique majeure, Napoléon Bonaparte. On s'appuie sur des sources Wikipédia assez détaillées. Oui, l'idée, c'est de démêler un peu ce personnage complexe. Mhm. Général, réformateur, homme d'État, mais aussi conquérant et controversé. D'accord, alors commençons par le début. Comment ce jeune homme corse, avec un accent souvent moqué, comment a-t-il pu grimper si haut? Le contexte est clé, hein. La Révolution française. Ah, Un chaos incroyable qui a créé des opportunités. et il a su les saisir, c'est ça? Exactement. Son talent militaire s'est révélé très tôt. D'abord à Toulon, en 1793. Ah oui, le siège de Toulon. C'est ça. Il gère l'artillerie de façon brillante. Ça lui vaut une promotion rapide. Et puis, l'épisode de 1795 à Paris, quand il réprime l'insurrection royaliste. Le 13 Vendémiaire. Ça le met sur le devant de la scène. Absolument. Après ça, il y a les campagnes d'Italie, Arcole, Rivoli, des victoires éclatantes qui forgent sa légende, quoi. Et la campagne d'Égypte alors? Mm. Militairement, c'est plus mitigé, non? Surtout avec la flotte détruite. Oui, Aboukir, un désastre naval. Mais politiquement, et pour son image, c'était... Très important. L'expédition scientifique, ça a eu un écho énorme. D'accord. Et puis surtout, il a senti que le directoire en France était faible, instable. Hmm. Il est revenu juste au bon moment. Pour le coup d'État du Désu-Brumaire en 1799. Voilà. Il devient premier consul, une prise de pouvoir en fait. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Du consulat à l'Empire. Il se couronne lui-même empereur en 1804. Hmm. Quel geste. Un geste symbolique très fort, oui. Il affirme son pouvoir, cherche une légitimité face aux monarchies traditionnelles. Mais au-delà du symbole, c'est une période de réforme intense, norme. Mais il y a aussi la Banque de France, les lycées pour former les élites. Le Conseil d'État, les préfets, une vraie centralisation administrative. Exactement. À bâtisseur d'État moderne. Hmm. Mais, il y a un mais, non? Ce règne, c'est aussi des guerres permanentes, un côté autoritaire, les sources parlent de censure. Oui, la censure de la presse, une police politique efficace, et puis le rétablissement de l'esclavage en 1802 dans certaines colonies. Ça, c'est un point très sombre. Comment on explique ça, cette contradiction avec les idéaux révolutionnaires? C'est toute la complexité. Il consolide certains acquis de la Révolution, c'est vrai, mais il instaure aussi un régime personnel, autoritaire. Pour l'esclavage, il y avait sans doute des pressions économiques, des lobbies coloniaux. C'est une décision qui va à l'encontre des idéaux de 1789, clairement. Et donc, les guerres, des victoires incroyables, Austerlitz, Iéna, mais à quel prix? L'Europe est redessinée, mais par la force. Oui, et ça finit par se retourner contre lui. Le blocus continental contre l'Angleterre, ça l'entraîne dans la guerre d'Espagne. L'ulcère espagnol, comme il l'a appelé, je crois. C'est ça, un bourbier terrible. Et puis, évidemment, le désastre de la campagne de Russie en 1812. La grande armée décimée, La Bérésina, c'est le début de la fin, là. complètement. Après ça, c'est la défaite de Leipzig en 1813, la bataille des nations. Puis la campagne de France, l'invasion. Et l'abdication en 1814. Exil à l'île d'Elbe. Un exil qui ne dure pas longtemps, hein. Le retour spectaculaire des 100 jours en 1815. Incroyable ce retour. Oui, un dernier coup d'éclat. Mais l'Europe entière se ligue contre lui. Et c'est Waterloo, la défaite finale. Et cette fois, c'est l'exil définitif. Sainte-Hélène, une petite île perdue. Sous haute surveillance britannique, les conditions y sont difficiles, semble-t-il. Il y meurt en 1821. À 51 ans, officiellement d'un cancer de l'estomac. Oui, comme son père. La thèse de l'empoisonnement à l'arsenic a beaucoup circulé, mais bon, l'arsenic était partout à l'époque. Les analyses récentes penchent plutôt pour la maladie. Et à Sainte-Hélène, il construit sa légende en dictant ses mémoires. Tout à fait. Il se pose en héritier de la Révolution face aux vieilles monarchies. C'est le mémorial de Sainte-Hélène. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient en temps? Un personnage aux multiples facettes, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Un génie militaire, ça semble indéniable. Un administrateur exceptionnel. Le Code Napoléon, son influence est mondiale et perdure. Mais en même temps, un dirigeant autoritaire, un conquérant dont les ambitions ont coûté des millions de vies en Europe. Et c'est exactement ça. L'héritage est double. Il a modernisé la France, diffusé certaines idées de la Révolution, parfois sans le vouloir, mais il a aussi provoqué la montée des nationalismes contre lui. Alors, la question finale peut-être? Comment concilier ces deux images? Le modernisateur dont les institutions nous servent encore et le tyran guerrier qui a dévasté le continent? C'est peut-être ça, la question essentielle que Napoléon continue de nous poser en fait. Cette tension entre construction et destruction.